Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans l'autre football, le podcast du site Lucarne Opposé, l'émission radiophonique des Globetrotters du foot. Comme d'habitude, avant d'entamer notre podcast, je vous rappelle, chères auditrices et chers auditeurs, que l'autre football est désormais disponible sur iTunes, sur YouTube, sur Mixcloud et voilà, on l'a dit sur les volets précédents, maintenant, depuis quelques semaines désormais, sur également TuneIn, qui est donc une autre interface de contenu podcast, de contenu radio. Et puis bien sûr vous êtes les bienvenus pour nous suivre sur Twitter et nous interpeller, on sera toujours ravis de répondre à vos questions. Et pour finir, n'oubliez pas de partager les contenus, les articles du site Lucarne Opposé et les podcasts l'autre football. Si ça vous plaît, bien entendu, si ça vous plaît pas, n'en parlez pas en mal. Voilà. Donc, mais on espère que ça vous plaît. Donc, comme on vous l'a dit sur les volets précédents, là, on fait une grosse série spéciale qualification mondiale 2018 et aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, nous allons aborder le troisième volet de cette série. Et cette fois-ci, on part se balader du côté des Rocheuses, des Grandes Plaines, des déserts Sergio Leonesques, mais également des plages caribéennes au sable blanc et aux eaux turquoises. Donc vous l'aurez compris, nous allons débriefer les qualifs de la zone CONCACAF. Alors les habitués de l'autre football se doutent déjà de qui je vais être entouré pour ce podcast quand il s'agit de cette zone. Eh bien ma foi, commençons ladies and gentlemen par notre chasseur de caribous, notre coureur des bois, Monsieur Anthony de Varenne. Comment vas-tu, Anthony ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, ma foi. Fidèle à son poste, le serpent corail isérois ou le chamois costaricain, inversement. El señor Gregory Chaboch. Hola, ¿cómo estás, Greg ? El Mundial. Voilà, j'imagine. C'était un super, bien trouvé comme intro. Et enfin, l'homme dont la culture footballistique peut faire pâlir Wikipédia même, Monsieur Lucarne Opposé himself, el patron, Nicolas Cougo. Comment ça va, Nico ? Salut, pas d'imitation pour moi parce que là on est trop au niveau avec Greg. Ah bah là, oui, je l'avais pas vu. Il est parti trop fort là. Ah ouais, non, il est parti trop fort. Il nous avait pas prévenu. Alors, ça fait 3-4 épisodes que je rate de podcast, donc là je suis en forme, j'ai vraiment hâte de revenir. C'est ce qu'on préfère, c'est quand tu es en forme. Alors, comme on vous l'a dit, on va débriefer donc ces qualifications de la zone CONCACAF qui comprend donc l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes, ainsi que les Caraïbes. Zone de qualification qui a donc donné son verdict final. Nous connaissons désormais qui est qualifié directement et qui va en barrage contre un de la zone asiatique, je ne me trompe pas, contre l'Australie, qui est un océanien, mais qui fait partie de la zone asiatique. On reste concentré. Donc voici, on va vous donner rapidement le classement final. Les 3 premiers étant qualifiés directement. Il s'agit du Mexique, grande surprise, du Costa Rica qui, comme on l'annonçait depuis quelques podcasts, notamment sur les débriefs de la Gold Cup et un des derniers d'ailleurs sur les qualifications, le Costa Rica qui s'est bien remis de sa compétition continentale un peu ratée, qui finit deuxième, ma foi. Ils sont là où on les attendait, sur la continuité de 2014. Troisième, le petit chouchou de Lucarne Opposé, on va pas se mentir, on en parle souvent en bien, voire en très bien, même si ça reste quand même un petit pousset. Le Panama, le sympathique Panama, alors sympathique en football parce que économiquement, chacun ses affinités philosophiques et économiques, mais bon, le Panama peut faire grincer des dents sur certains points, mais en tout cas sur le plan du football, c'est un sacré vent de fraîcheur. Quatrième est classé comme barragiste, donc c'est eux qui affronteront l'Australie. Nous avons donc le Honduras que l'on avait déjà en 2014, et en 2010. Donc voilà, le Honduras qui peut se qualifier j'ai tendance à les qualifier directement, les barragistes, c'est fou, j'ai fait la même chose qu'avec le Pérou avec l'âme sud. Le Honduras qui peut se qualifier directement pour une 3e Coupe du Monde de suite. Le Honduras qu'on n'attendait pas forcément à cette place-là. 5e et éliminé. Alors là, par contre, c'est une vraie surprise, surtout par rapport à leur projet et leur potentiel, les États-Unis, les White Stripes. Et dernier, mais bon, on les salue bien bas, on salue notamment Mr. Dwight York, mais on va pas forcément énormément s'attarder dessus, on va pas forcément les évoquer parce qu'ils étaient plus là en tant que sparring partner qu'autre chose.
c'est bien sûr le Trinidad et Tobago qui termine bon dernier, non sans avoir joué légèrement les troubles fêtes. On va commencer directement, je vous propose de commencer messieurs par le premier de ce classement. Je ne sais pas si on va parler de lui très longtemps parce qu'on en a déjà beaucoup parlé dans d'autres podcasts. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, il n'y a pas grand-chose de surprenant sur eux. Le Mexique, cette qualification, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Acquise tranquillement. C'est pas une surprise quand on regarde la zone, quand on voit l'étendue des forces en présence. On va quand même rappeler, parce que Osorio en prend toujours suffisamment plein la tête pour quand même rappeler certains détails. C'est que lors de la dernière campagne de qualification à la Coupe du Monde, le Mexique s'est qualifié grâce aux États-Unis dans les arrêts de jeu d'un match à Panama. Ce qui est loin d'être le cas là. Ils ont fait une campagne propre, dans un climat qui est franchement pas toujours très serein autour de la sélection. Comme je disais à l'instant, Osorio, il en a pris plein la tête, il en prend toujours plein la tête, il en prendra toujours plein la tête jusqu'à l'élimination du Mexique pendant la Coupe du Monde. Et là, il en prendra en huitième de finale généralement. Ouais, généralement, voilà. Et là, il en prendra encore plus plein la tête, mais bon, je pense qu'il est suffisamment blindé, vu ce qu'il a pris depuis qu'il est en poste. Je pense que là, maintenant, il est armé. Mais voilà, le Mexique a fait le taf. Ils n'ont pas été tout le temps convaincants, loin de là, mais voilà, ils ont fait le travail. Oui, d'autant plus que, comme tu le dis, l'année dernière, ils s'étaient qualifiés grâce aux États-Unis, mais en plus, ils s'étaient qualifiés seulement via les barrages. Oui. Ils avaient dû affronter la Nouvelle-Zélande dans une double confrontation, époque à laquelle ils avaient contracté l'actuel entraîneur de l'América, qui était alors l'entraîneur de l'América déjà, El Piojo Herrera, et qui avait notamment sélectionné pour cette double confrontation contre la Nouvelle-Zélande la moitié de son équipe de l'América. Anthony, Greg, qu'est-ce qui vous a inspiré cette campagne du Mexique ? C'est le leader qui tient sa position. Dès le départ, on savait que parmi les 6 présents, c'était le Mexique était le favori comme d'habitude dans cette zone-là, et il nous a pas déçus quoi. Dès la 4e, 5e journée de l'octogonal, non pas l'octogonal, pardon, je me suis trompé. De ce petit championnat de qualification, ils avaient déjà atteint il me semble 10 points, je crois. Donc ils avaient vraiment ils ont marché sur les qualifs, et on n'est pas surpris de ce qu'ils ont fait. Et moi, par contre, j'ai une question pour Nico. Même si je sais que tu veux vraiment qu'on revienne sur ces qualifs, quel est l'objectif pour la Coupe du Monde ? Est-ce que la Fédé a donné un objectif précis ou pas ? L'objectif précis, ça va venir avec le temps, mais l'objectif précis, c'est d'arrêter. Simon l'a dit en rigolant, mais ça fait pas rire beaucoup au Mexique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est 8e de finale et puis au revoir tout le monde. Donc, et puis il reste sur 2 traumatismes dans des compétitions majeures. Et ils se sont pris un 7-0 face au Chili en Copa América. Ils se sont pris une tôle face au U23 allemand en Coupe des Confédérations, 4-1 si je me rappelle bien. L'objectif, c'est d'être le Mexique. C'est-à-dire que le Mexique, on a beau dire ce qu'on veut, c'est la sélection la plus puissante de la zone, de loin, de très très loin. Sauf que dès qu'on arrive en compète internationale, il y a un complexe qui arrive très vite. Donc je sais pas si, pour l'instant, ils sont assez discrets sur les objectifs parce que c'est encore loin le mois de juin. Mais au moment de démarrer la compétition, forcément, l'objectif, ça va être de faire, j'ai presque envie de te dire, de faire au moins ce qu'a fait le Costa Rica en 2014, quoi. Le Mexique aimerait le faire. Mais est-ce que c'est pas justement le problème du Mexique d'être un géant dans sa zone et d'être un petit parmi les grands? Est-ce qu'ils ont pas, c'est pas une équipe qui a du mal à faire ce grand écart? C'est-à-dire qu'au final, c'est une équipe qui arrive toujours avec un statut de « Oula, attention le Mexique, vous allez voir, gros potentiel, cette fois ça rigole pas ». Et au final, ils finissent par avoir ce complexe de petits parce que au niveau historique, ça pêche, en tout cas face à des grandes nations comme le Brésil, l'Argentine, l'Italie, l'Allemagne, etc. Est-ce que le grand écart entre leur zone, qui est pas forcément la plus grande zone footballistiquement parlant, historiquement, et les coupes internationales, les trophées internationaux, est pas trop grand? Est-ce que le gap est pas trop grand? Est-ce que ça, voilà,
c'est pas dur à gérer ces deux rôles-là? Bah, c'est une bonne question. Après, c'est des débats qu'on a déjà eus par rapport au Mexique et c'est des débats qu'Osorio a pas mal relancé hein, aussi depuis qu'il est en poste. C'est ces histoires de professionnalisme, de discipline, quand il évoquait notamment le fait qu'il n'y avait pas assez de Mexicains qui jouent en Europe ou des choses comme ça. C'était pas anodin. Il y a des contre-exemples parfaits à cela. Je pense par exemple à l'Australie, là, tu vois, qui va être en barrage face au Honduras. L'Australie, bon. T'en parleras dans un prochain podcast avec les Asiatiques, mais l'Australie, c'est l'exemple type de quand elle arrive dans une grande compétition, elle a beau ne pas être forcée, elle ne sera jamais favorite, hein, faut pas se voiler la face, mais elle fait plus que le travail. Elle n'a pas été si mauvaise que ça pendant la Coupe des Confs, elle a bien tenu le Chili. À la dernière Coupe du Monde, elle n'a pas été ridicule. Et ça, par exemple, quand tu vois ce que peut faire l'Australie ou quand tu vois ce qu'a fait le Costa Rica pour rester dans la zone à la dernière Coupe du Monde, je suis désolé, normalement, le Mexique doit le faire. Et à quel niveau ça se joue? Est-ce que c'est dans les têtes? Est-ce que c'est d'un point de vue rigueur collective? Est-ce que là, franchement, la question est ouverte et je pense que tant qu'ils n'auront pas trouvé la réponse à cette question-là, qui est compliquée, ils n'iront pas plus loin qu'un huitième de finale. Ma foi, donc vas-y, dis-moi Greg. J'ai une petite question encore pour Nico. La dernière fois qu'on avait fait un podcast, je crois que c'était avant la Coupe des Confédérations, si je me souviens bien, tous les deux. Et tu nous avais dit que Osorio était en train de tester plusieurs schémas, tester plusieurs joueurs. Il était un peu dans un laboratoire. Est-ce que ça, maintenant 6 mois, non, un peu plus même, ouais, 6 mois de la Coupe du Monde, est-ce que c'est fini ou est-ce qu'on est toujours dans cette situation le turnover d'Osorio, tu l'as toujours. Hein. Tu regardes les équipes mexicaines. À chaque match qu'il y a eu sur la campagne de qualif, ça a toujours bougé, ça a toujours énormément bougé. C'était toujours extrêmement compliqué de deviner quel allait être le 11, quel était aligné pour tel ou tel match. Il continue de travailler. Ça peut être une des forces du Mexique parce que c'est aussi ce qui manque. Tu vois, on parle de psychologie, de machin. Il y avait aussi cet aspect tactique, cet aspect, c'est ce que je cachais un petit peu aussi derrière le plan de la discipline. J'avais déjà dit, Osorio, il veut une équipe qui est capable d'avoir plusieurs schémas tactiques, même au cours d'un match, d'être capable de s'adapter, de changer. C'est ce qu'il faut aussi quand tu es dans une phase finale et quand tu es dans une compétition majeure. Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'il travaille à fond là-dessus. Est-ce qu'il sera prêt pour 2018? Je sais pas. Après, voilà, franchement, le Mexique, Simon peut témoigner aussi, tu as vécu là-bas. Il y a aussi le problème que les Mexicains se voient toujours très beaux et se voient toujours plus beaux qu'ils ne le sont. Peut-être. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des promesses. Tout en complexant face au ce qu'ils appellent eux le primer mundo, le premier monde occidental, donc les États-Unis et les Européens. C'est ça qui est assez caricature, qui est assez paradoxal, qui reflète bien le football. C'est-à-dire que même dans leur société, les Mexicains vont s'offusquer et targuer de racisme la moindre blague à leur sujet faite par un Américain ou un Européen. Et ça peut faire des scandales nationaux. Je me souviens de blagues des mecs à l'époque, c'était, comment ça s'appelle cette émission anglaise, Top Gear. C'est qui ça? C'est les voitures. Ouais, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà. Et donc il y avait eu des blagues, bon, à l'anglaise, hein, donc des blagues un petit peu acides, mais bon, voilà, l'humour anglais. Et c'était très mal passé, ça avait fait un tollé au Mexique, mais vraiment un tollé national, scandale, racisme. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais eu des débats avec des amis qui j'avais beau leur dire c'est de l'humour anglais, c'est un peu spécial, ils disaient ah non, c'est terrible, c'est du racisme et tout. Je leur disais mais vous quand vous faites des blagues sur les Guatémaltèques et les Nicaraguayens, je sais pas comment on dit, en sautant de leur gueule parce que c'est des Indiens, c'est quoi? Donc voilà, c'est exactement ça. Le Mexique est, comme beaucoup de pays émergents, et encore le Mexique a des problèmes à émerger en ce moment, il est sorti des pays émergents d'ailleurs le Mexique. Pas que dans le football, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce côté, ce monstre à deux têtes, ce côté schizophrène, n'est pas. Le football n'en est qu'un reflet, je pense. Et est-ce que le parcours, Nico, du Costa Rica en 2014, déjà, est-ce qu'il a été vu au Mexique comme pourquoi pas nous? Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, pourquoi est-ce que nous, on n'est pas capable de le faire? Et est-ce que c'est pas ça qui peut aussi les désinhiber, voir un Nord-Américain faire un beau parcours en Coupe du Monde, quoi? Est-ce que ça peut pas les aider à sortir justement de ce problème? Bah, écoute, je vais parler sous contrôle de Simon qui connaît bien la société mexicaine pour l'avoir côtoyé assez longtemps. Le jour où les Mexicains commenceront à s'inspirer du Costa Rica, c'est qu'ils seront mal barrés quand même. Je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment envie de s'appuyer sur ce que va faire un Costa Rica. Simon disait, leur modèle, c'est le premier monde, là. C'est l'autre monde.
Donc ils vont regarder plus vers le haut que vers le bas. Et pour 2014, la seule chose qu'ils vont retenir, c'est Robben. Donc ils sont éliminés sur une simulation de Robben. Ah, ça, C'est ils la en seule demandent chose que les pas. Mexicains, de toute façon c'est vrai en plus, mais Oui, c'est la c'est seule vrai. chose. C'est- Si tu leur demandes d'analyser leur Coupe du Monde 2014, si tu leur demandes il a manqué quoi au Mexique, ils vont te répondre un bon arbitre. Donc donc voilà, et après, une fois qu'eux, ils sont éliminés, franchement, le parcours du Costa Rica, je pense qu'ils s'en tapent complet. Ils s'en cognent D'accord. complètement. Après, encore une fois, pour revenir au plus profondément dans le Mexique, et depuis un an et l'élection de Trump, c'est aussi un pays qui est en plein changement et qui justement est un petit peu en train d'enfin se tourner vers lui-même. Peut-être, voilà, ça crée des mouvances un peu nationalistes, ce qui n'est pas toujours bien, mais en tout cas, voilà, c'est un pays qui commence à vouloir prendre soin de lui, puisqu'il constate que cette fois-ci, pour de bon, là, le voisin, le grand frère, entre guillemets, américain, lui a définitivement dit merde. Voilà, donc c'est un pays qui veut prendre un peu soin de lui et qui va peut-être faire une sorte d'introspection et peut-être que ça peut se refléter sur le football sous forme d'humilité ou notamment en s'inspirant de voisins comme le Costa Rica qui était plutôt toisé avant. On n'en est sûrement pas encore là, mais dans le futur, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut l'imaginer. Donc, si je me risque à une analogie qui m'est chère, en gros, vous êtes en train d'expliquer que le Mexique fait le beau, c'est le sixième qui fait le beau avec le CP dans la cour de récréation, mais quand il se retrouve face à des sixièmes ou face à des cinquièmes, eh ben, il la ferme un peu, il la met en veilleuse, quoi. Ah oui, c'est exactement ça. C'est très bien D'accord, c'est trouvé. très intéressant. Anthony, un petit mot sur le Mexique avant qu'on passe au Costa Rica? Eh bien, moi, j'avais une seule question. Je me demandais comment ça l'a pu arriver, puisque j'ai pas vu le match, il menait 2-1 à la mi-temps face au Honduras. Et est-ce que c'est les Mexicains qui ont mis le pied ou c'est vraiment le Honduras qui ont vraiment poussé avec le dernier espoir? Bah, ils n'étaient pas forcément flamboyants dans le jeu, hein, les Mexicains, face au Honduras. D'ailleurs, je n'ai pas regardé ce qu'on en a dit du côté des États-Unis, de la performance du Mexique au Honduras. Peut-être que toi, tu as plus entendu des choses là-dessus. Anthony, peut-être. En ce moment, aux États-Unis et au Canada, on met pas la faute sur les autres. C'est vraiment une rétrospection vraiment interne. On parle plus des problèmes internes que si le Costa Rica ou le Mexique ont fait par exprès pour perdre. Ouais, ce qui est peut-être d'ailleurs la meilleure façon de se comporter dans ces situations, ça évite de se voiler la face. Mais écoute, j'irai pas jusqu'à dire que le Mexique a laissé gagner le Honduras. Je m'y risquerai certainement pas parce qu'ils ont fait leur taf. Ils n'ont pas été super flamboyants. Le Honduras a fait un vrai bon match. Après, si tu regardes les derniers matchs des Mexicains sur cette campagne de qualif, ça restera pas leur match référence de manière générale. Un peu dans la continuité de ce qu'ils font sur les quelques derniers matchs. Ils n'ont pas fait de super sorties vraiment véritablement convaincantes. Donc la défaite est logique, mais c'est pas une défaite dans le sens ils ont levé le pied. Non, parce qu'il y avait aussi cette course au coefficient FIFA, j'allais dire UEFA, mais au coefficient FIFA, et il faut prendre des points pour essayer de remonter dans le classement pour être dans les bons chapeaux au moment du tirage. Donc ça comptait ça aussi pour les Mexicains. Ma foi, bah voilà pour le Mexique qui est donc au rendez-vous, à son rendez-vous du mondial traditionnel et qui est en plein chantier et voilà, on est dans l'attente de savoir si Osorio va réussir à accomplir ce chantier à temps ou si le Mexique va être éliminé en huitième de finale. Ma foi, je vous propose de passer au second à cette équipe chère à monsieur Grégory Chaboch. Avec plaisir. Costaricains, les Ticos, qui, ma foi, qui j'ai envie de dire un peu comme le Mexique, mais eux c'est un peu plus positif parce que c'était une confirmation qu'on attendait. Eh bien, les Costaricains se sont qualifiés une journée avant la fin. Ils sont deuxièmes. Du travail bien fait? Non, tu peux pas dire ça quand tu vois justement le scénario du Costa Rica-Honduras, le match qui a donné la qualification au Ticos, c'est pas forcément bien fait parce que c'est à une seule journée de la fin, donc t'as pas clairement en fait dans cette zone, ce qu'il faut reprendre c'est qu'il y a le Mexique et derrière ensuite ça se bat. Alors souvent les États-Unis aussi sont derrière et ensuite pour la 3 et 4e ça se bat entre Honduras et Costa Rica. Là le Costa Rica avait la chance
que les États-Unis se soient plantés pour s'asseoir en espèce de pas le leader, mais voilà quoi, d'outsider important. Et bon, ça a galéré quand même dans ces éliminatoires. Et justement, à l'image du match contre le Honduras, t'es mené 1-0 par Nicolas dit, une bonne équipe du Honduras quand même, parce que elle a fait un nul au Costa Rica et a gagné le Mexique lors de la dernière trêve internationale. T'es mené à la 66e minute tout simplement parce que pendant la première mi-temps, en fait c'est une première mi-temps, mais comme on avait l'habitude avec le Costa Rica, c'est qu'on se fait mais alors totalement chier, il n'y a rien qui se passe, aucune action offensive. Clairement, ils ont décidé de laisser le ballon au au Honduras. Seul problème, c'est que le Honduras n'a pas forcément non plus l'habitude de faire le jeu, donc c'était très très pauvre au niveau du jeu. Rien à voir avec par exemple la rencontre entre le Costa Rica et les États-Unis qu'on avait vu et dont on avait chanté les louanges lors du dernier podcast. Et là justement, le Costa Rica retombe un peu dans ses travers, un peu comme si comment dire, le ticket pour la Coupe du Monde avait glacé toute envie de faire du jeu. Ce qui peut arriver. Et du coup, ce qui peut arriver, et on peut totalement le comprendre, sauf que tout le monde se dit, bon, à la mi-temps, le 0-0, ça peut tenir, parce que le Honduras, c'est pas flamboyant, ça ne joue pas très très bien non plus, ça sait pas faire le jeu, comme je l'ai dit, sauf que tu prends un but à l'heure de jeu, à la 66e, un peu plus même que l'heure de jeu, et là, il se pose un problème, c'est que notre cher ami Oscar Ramirez, le sélectionneur costaricien, doit réagir. Il doit faire quelque chose parce que son 5-4-1 ou son 5-4-1 peut pas faire le jeu, peut pas prendre le jeu à son compte, peut pas renverser la situation quand tu es mené à 0. Donc il y a des changements. Il sort Acosta, notamment l'un des défenseurs centraux dans ce système à 5 défenseurs, et fait rentrer Rodney Wallace, que connaît bien Antoine puisqu'il évolue en MLS. Il me semble, si je dis pas de bêtises, du côté de Orlando. Si je dis pas de bêtises, non pas Orlando. New York. Rodney Wallace, ouais, c'est le New York. Voilà, c'est New York. Du côté de New York, donc là, on a clairement un changement offensif puisqu'on sort un défenseur central pour un ailier gauche. On fait rentrer également Colin Dress, qui est un attaquant central à la place de Bolaños. Donc vraiment, on passe en 4-4-2. Et pour ceux qui suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit moi ou que ce soit Nico avec le compte Lucarno Posé, ont vu la vidéo donc, de cette magnifique égalisation à la 90e minute, signée Kendall Watson, sur un magnifique d'ailleurs travail de Brian Ruiz. Brian Ruiz qui en ce moment, c'est très compliqué la situation du capitaine costaricien parce qu'il joue pas, il n'a pas de club. Il y a un gros problème avec le Sporting en ce moment. Donc ça, au niveau du club, il n'a pas joué depuis 4 mois. Enfin, à chaque fois, les matchs qu'il fait, c'est avec la sélection costaricienne. Donc, il vient un peu à court de forme. Il est mauvais pendant 95 minutes. Et comme par hasard, c'est lui qui fait tout sur l'action parce qu'on parle beaucoup de Kendall Watson puisque c'est lui qui marque. Mais il faut surtout regarder le travail de Brian Ruiz avant. La fin de centre, il se met sur son pied droit, il centre, tête de Watson. 1-1 et évidemment la joie au pays, feu d'artifice, folie à San José, voilà. Donc, mais alors, on est encore sur une équipe complètement schizophrène puisque c'est une équipe qui temps en temps arrive à nous livrer un jeu très très enthousiasmant, très flamboyant, et le match d'après peut retomber dans ses travers et refuser le jeu, et voilà. Comme on en avait parlé l'autre fois, c'est une équipe qui quand elle va mal, on va parler d'un 5-4-1 frileux, et quand ça va bien, on va parler d'un 3-5-2 génialissime, ou voilà. Donc, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est pour ça que je m'intéressais beaucoup tout à l'heure à ce que vous disiez sur le Mexique, parce que j'ai un peu l'impression du contraire au niveau du Costa Rica, c'est-à-dire que quand il est favori, quand il doit être le leader, et quand il doit un peu ce qu'on avait dit à la Gold Cup, quoi, où à la Gold Cup le Costa Rica venait avec le meilleur groupe de 23, c'était, voilà, il y avait quelques changements mais pas énormément, et on se disait voilà, maintenant ils sont favoris, on va voir ce qu'ils vont faire. Et comme par hasard, ils se plantent. Quand ils doivent gagner contre le Honduras pour se qualifier ou même faire un nul, ils prennent un but et heureusement ils réagissent bien. Mais quand on les attend favoris, ils sont pas là. En revanche, quand on les attend pas favoris, quand on se dit cette équipe va mal, cette équipe là ils vont en prendre une rouste, comme à peu près ce qu'on se disait avant le match contre les États-Unis pour la qualif. Et là ils se reprennent. Et là ils te sortent un gros match. Moi je pense tout simplement que Costa Rica il est énorme quand il doit pas faire, quand il n'est pas leader, quand il n'est pas favori, quand
quand il doit faire la surprise, quand il doit créer la surprise, à l'image un peu de ce qu'est le Costa Rica depuis 4 ans et depuis la dernière Coupe du Monde, où clairement on leur avait annoncé en 2014, on avait dit voilà, ils vont se prendre des roustes contre l'Uruguay, l'Angleterre et l'Italie, et finalement c'est eux qui sortent du groupe et en plus premiers. Donc moi je pense que ce Costa Rica, je finis sur ça. Je pense qu'il est juste, voilà, c'est l'opposé du Mexique. Il est faible avec les faibles et fort avec les forts. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Anthony et Nicolas? Eh bien, moi, j'avais une question pour Greg. René Wallace avec le NYC FC, c'est un joueur qui crée beaucoup, mais lorsqu'il arrive devant le but, son réalisme, c'est vraiment zéro. Est-ce qu'en sélection, c'est le même type de joueur ou c'est un peu mieux? Oui, c'est clairement le même type de joueur. Wallace, c'est ce qu'on qualifierait de tout droit, quoi. C'est à peu près ça, mais sauf que il y a par moment, il a un peu des éclairs de génie technique. On se demande un peu comment il fait parce que voilà, par moment, c'est vraiment très faible techniquement, mais en revanche, il apporte du dynamisme, il apporte de la vitesse, il apporte du mouvement. Clairement, sur ça, on peut rien lui reprocher à Wallace. En revanche, qualité au niveau technique, voilà, ça pêche et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et t'inquiète pas, quand il vient au Costa Rica, c'est le même joueur qu'à New York. Pour reprendre ce que disait Greg très justement, et je pense que c'est ce qui fait la force du Costa Rica et c'est ce qui fait que le Costa Rica va en embêter encore plus d'un à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que tu l'as très bien dit, c'est absolument pas une équipe taillée pour jouer de manière générale. Par contre, c'est une équipe qui va te faire déjouer l'adversaire comme personne ne peut le faire dans cette zone. Donc le fait que leur match référence, on a beaucoup insisté sur ce match, je me souviens, parce qu'ils nous ont impressionnés face aux États-Unis. Ils ont fait le match parfait, mais le match parfait quand l'adversaire doit jouer. Mais alors, ils ont exploité les erreurs adverses, mais à merveille. Bon, alors du côté des États-Unis, on aura le temps d'en reparler avec Anthony tout à l'heure. Les erreurs adverses, il y en a un paquet. Mais le fait est que le Costa Rica les a exploités à merveille. Et c'est ce qui est aussi, tu disais, tu vois ça peut-être comme une faiblesse par rapport au Mexique, dans le sens, eux, ils ont un schéma de jeu, puis on n'en bouge pas, et voilà. Le fait est qu'en 2014, ils se sont fait bouger sur beaucoup de matchs, et à chaque fois, ils passaient. Et même quand ils se faisaient méchamment bouger, ça passait, ça tenait et ça finissait par passer. Et là, je vois toujours la même équipe et son fameux 5-4-1 à Ramirez. Tu l'as dit, il va y avoir le souci de gérer Brian Ruiz. Ils ont besoin d'un Brian Ruiz en forme. Si Brian Ruiz n'est pas là, il n'y a pas de Costa Rica. Enfin, ils peuvent rien espérer justement dans cette capacité à aller exploiter les erreurs adverses. Et ça va falloir le régler le problème. On en parlait pour l'âme sud, par exemple avec la Colombie ou pour Ospina et compagnie qui jouent pas. Ruiz, il va falloir qu'il joue parce que s'il arrive au mondial sans avoir suffisamment de matchs, ça va pas le faire. Mais je pense que le Costa Rica va être beaucoup plus chiant à jouer que les autres, justement parce qu'il va tomber contre des équipes qui vont jouer. Il va tomber contre des équipes qui vont se dire allez, c'est bon les gars, Costa Rica, c'est open bar. Voilà, un peu comme en 2014. Et je pense que c'est ce qui peut faire leur force. Alors justement, tu parlais de Brian Ruiz qui joue pas beaucoup. Il y a Joel Campbell également qui manque à cette sélection, l'attaquant du Betis. Ça va être un peu compliqué, mais encore une fois, je suis désolé de le constater, mais c'est la deuxième fois, donc la deuxième trêve internationale où il n'est pas. Ça fait 4 matchs du Costa Rica où il n'y a pas. Malheureusement, c'est les 4 matchs décisifs pour le Costa Rica. Donc, il y a peu de chance qu'il y soit à ce rythme-là. Exactement. Après, sur ce que tu dis, Nico, je suis tout à fait d'accord. Et justement, j'ai fait mes petits calculs si ça peut vous intéresser. Le Costa Rica, normalement, si mes calculs sont bons, est chapeau 3. Ce qui est quand même chapeau 4. Non, voilà, ce qui est quand même une progression par rapport à 2014. Voilà, par rapport à 2014. Et ce qui va peut-être permettre au Costa Rica d'avoir un groupe un peu plus facile qu'en 2014, parce que je rappelle qu'Uruguay, Angleterre et Italie, c'est pas n'importe quoi, même si on se rappelle qu'Anthony pense que l'Uruguay est un pays exotique. Mais ça, j'aime bien le rappeler. Il le rappelle toujours. J'imagine, Greg, que tu souhaites un tirage au sort alliant dans le même groupe, réunissant dans le même groupe Costa Rica et France. Ah bah oui, ça me permettrait de partout de dire que Brian Ruiz, par exemple, est meilleur que Paul Pogba ou que Marcos Orellana vaut 10 fois Olivier Giroud. Et ça me ferait plaisir. Non, plus sérieusement, j'aimerais vraiment que le Costa Rica soit dans un... avec la France, tant mieux si c'est avec la France. Mais de toute façon, ils vont devoir prendre, j'espère du moins, un gros du chapeau 1 voilà, pour pouvoir avoir l'occasion encore de faire trembler la Coupe du Monde comme il l'avait fait contre l'Uruguay en 2014. Oui, parce qu'au final, dire qu'ils sont chapeau 3 et qu'ils vont plus arriver comme le petit poussé du groupe. Enfin, en tout cas, il y aura a priori un plus petit qu'eux.
Du coup, ça joue pas forcément en leur faveur. Voilà, c'est ce que je disais, c'est que du coup, tu prends un chapeau, tu changes de chapeau par rapport à 2014, mais le problème, c'est que tu sais pas forcément faire le jeu. Donc, est-ce que tu as vraiment intérêt, c'est bizarre ce que je dis, hein, parce que est-ce que tu as vraiment intérêt à être chapeau 3? Quand une équipe sait pas faire le jeu, comme l'équipe de France par exemple, ça sert pas forcément d'être dans les meilleurs chapeaux, quoi. Donc après, je sais pas, il faudra voir, mais en tout cas, le Costa Rica va venir en tant que pas outsider, hein, ça serait trop de dire ça, mais encore une fois, comme Nicolas dit, ça va être très très dur de bouger les ticos d'Oscar Ramirez. Donc un Costa Rica qu'on peut légitimement penser éventuellement au rendez-vous d'un huitième de finale. Oui, et puis aussi au passage, je me permets d'embrasser les Pays-Bas, hein, qui sont absents de cette Coupe du Monde alors que ils avaient éliminé le Costa Rica en 2014, donc au moins, et le Mexique. J'ai fait le Mexique, donc au moins le Costa Rica, s'ils vont en quart, n'auront pas de chance de se faire éliminer au péno par un coup tactique de Van Gaal. Ah oui, c'est vrai que c'était pendant ce match-là. Et d'ailleurs, en reparlant des Mexicains et de la Hollande, il y a eu sur Twitter, il y a eu énormément au moment de l'officialisation de l'élimination de la Hollande, il y a eu énormément de vannes par rapport à Arjen Robben, etc. Enfin, c'était un peu triste, comme le disait Nicolas, hein, de ne pas vraiment regarder ses propres problèmes et de tout mettre sur le dos de cette simulation et de Robben par rapport à leur élimination, leurs problèmes. Mais oui, voilà, ils s'étaient bien moqués des Pays-Bas il y a une semaine. Voilà, sur le Costa Rica, quelque chose à dire en plus sur le Costa Rica, messieurs? Oui, dernière chose, Kendall Watson a été, il me semble, dans la nuit précédente. Donc, on enregistre aujourd'hui ce podcast le mercredi. Et dans la nuit donc de mardi à mercredi, il a été officialisé. Tu me corrigeras, Antoine, mais joueur de l'année pour le Vancouver Whitecaps. Donc voilà, ça prouve que c'est pas non plus n'importe qui. Kendall Watson, le défenseur central, qui a envoyé le Costa Rica en Russie. Oui, je disais que oui, en effet, il avait été nommé joueur par excellence des Whitecaps de Vancouver parce que lorsque Vancouver doit marquer un but dans les derniers instants, c'est souvent, c'est arrivé quelques fois durant l'année que Kendall Watson jouait les héros comme qu'il l'a fait avec le Costa Rica. Et en défense, il est pratiquement irréprochable. Très bien, messieurs. Donc le Costa Rica, hein, pour résumer, qui est au rendez-vous aussi, comme le Mexique, on attendait pour se qualifier, mais qui nous donne quelques incertitudes, mais qui devrait être une équipe assez difficile à battre, quoi qu'il arrive. Messieurs, je sais que vous aviez tous envie d'en parler, enfin surtout l'un d'entre nous, mais moi aussi j'ai très envie d'en parler. Nous arrivons enfin à cette troisième équipe qualifiée directement pour la CONCACAF. Le chouchou de la rédaction de Lucarno Posé, hein, on en parle assez dans les articles, on en a pas mal parlé dans les podcasts. C'est une équipe que l'on aime bien voir jouer, qui a un assez vent de fraîcheur, qui a fourni un très beau travail. C'est bien sûr le Panama qui s'est qualifié comme le Costa Rica, et d'ailleurs en gagnant en face au Costa Rica grâce à un but des derniers instants, à la 88e de Roman Torres. Le magnifique Roman Torres. Une défense costaricienne qui a un peu laissé jouer. Déjà en vacances ou un peu sous le coup de la qualification. Après, tu peux quand même te demander ce que Roman Torres fait en position d'avant-centre à la 87e minute. Et je crois que le Panama ont fait comme les Sounders de Seattle. À chaque fois qu'ils sont menés au score, ils envoient Roman Torres en avant et comme un peu Kendall Watson, il joue souvent les héros. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la fin, tu dis allez, c'est bon, vas-y, t'es en roue libre bonhomme, va devant et fais le boulot. Plus sérieusement, dans l'histoire du foot, il y a beaucoup de joueurs qui sont comme ça, qui sont des hommes de dernière minute, quoi. Kendall Watson, vous parlez de Torres du Panama, mais il y a plein de joueurs comme ça qui dans les derniers moments, dans les moments cruciaux, quoi, arrivent à te débloquer une situation. J'ai en tête notamment Sergio Ramos en parlant de très grands joueurs, quoi. Donc c'est peut-être pas anodin, c'est ce que je veux dire. Oui, puis c'est pas anodin aussi. Du coup, en fait, c'est pas anodin que ça soit Torres qui qualifie Panama sur un but à la dernière minute. Alors voilà, parce que on sait, hein, Anthony l'a dit, hein, il fait pareil avec les Sounders. Dès qu'ils sont un petit peu dans la panade, il l'envoie devant et puis souvent il débloque. Mais c'est aussi parce que c'est plus qu'un simple joueur pour Panama, Roman Torres. C'est vraiment le leader de cette équipe, dans le sens, c'est pas le leader technique, hein, me faites pas dire ce que je dis pas, hein, et ce que je dirais certainement pas, mais c'est le vrai leader de ce groupe-là, quoi. C'est tout le pays se reconnaît en Roman Torres. C'est le guerrier dont tu as besoin dans une sélection, et c'est
franchement pas anodin que ce soit lui qui a envoyé Panama à la Coupe du Monde. Ma foi, oui, c'est un des joueurs phares de cette équipe. Mais ce qui est assez rigolo, donc on va le dire, hein, le Panama, ça va faire bien 1 an, 2 ans qu'on en parle. C'est une équipe qui se construit depuis plusieurs années sur plusieurs joueurs. On pense à Pérez, on pense à Tejada, mais voilà, qui sont des gens qui ont entre 36, 35 ans, Baloy qui a 36 ans, voilà, c'est un peu, ça commence à un peu vieillir tout ça. Et d'ailleurs, on ne sait pas si on les verra à la Coupe du Monde, puisque ces derniers temps, ils n'étaient plus forcément titularisés. Enfin, en tout cas, pour par exemple Pérez, qui était un des principaux attaquants, au profit de joueurs un peu plus jeunes, comme un autre Torres. J'oublie son prénom, Gabriel Torres, qui est d'ailleurs l'auteur du premier but. Enfin, il n'y a pas but, oui, mais... oui, le fameux, oui, bon, il lui a attribué. Magnifique, cette histoire est magnifique. Raconte-la, Simon, mais cette histoire, elle est magnifique. Oui, en effet. Donc, le Panama qui a ouvert le score face au ils ouvrent, non, c'est le Costa Rica qui ouvre le score. Donc, il y a le Panama qui égalise sur une tête, c'est même pas une. Enfin, comment dire, elle est même pas vraiment arrêtée sur la ligne, puisqu'elle est devant la ligne. Ouais, c'est ça. Là, je sais même pas si elle a touché la ligne en fait. Non. En fait, ça tope un peu sur le sol comme une frappe ou une tête ratée qui se plante dans le sol. Et c'est finalement dégagé par un défenseur costaricain, mais voilà, ça a été compté comme un but. D'ailleurs, quelqu'un a compris, ça j'ai pas compris pourquoi la goal line technologie n'a pas fonctionné ou. Parce qu'il n'y en a pas. Il y en a pas dans cette zone-là. C'est pas une norme. C'est le truc que j'ai pas compris. Il y en a tout simplement pas. C'est-à-dire que la goal line technologie, ça a un coût. Il y a des fédérations qui peuvent pas se le payer. D'accord. Et qui peuvent pas l'assurer. Et il y avait pas de goal line technologie dans l'histoire. Sinon, évidemment que le but n'aurait pas été accordé. Après, très honnêtement, il y en a beaucoup qui ont dit, ok, très bien, annuler le but, mais il y a pénalty pour Panama, il y a faute sur Blas Pérez, ce qui est vrai. Mais bon, enfin, tu vois, tu compenses pas une erreur d'arbitrage par une autre. Il se trouve que là, il y a un énorme scandale de l'arbitrage. Mais tu vois, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui ont dit derrière, oui, les États-Unis ont qu'à porter réserve, il faut faire rejouer le match parce que tu vois, on a eu le cas en Afrique avec l'arbitre qui avait été corrompu. Enfin voilà, machin. Afrique du Sud, Sénégal, on en a parlé. Exactement. Le fait est que dans l'histoire, aucun joueur du Costa Rica n'a fait le geste qu'il fallait derrière, c'est-à-dire poser une réserve technique. Donc voilà, il n'y a pas but. Ouais, voilà, on a un peu l'impression, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça a grogné un petit peu sur le coup par les Costaricains, mais ça a grogné sans véritablement grogner. Alors tu vois, autant tout à l'heure par rapport au Mexique, on disait bon, le Mexique ils n'ont pas fait le match de leur vie face au Honduras, mais ils n'ont pas non plus joué avec les mains dans les poches. Autant les Costaricains, tu peux te poser quelques questions sur leur implication en deuxième mi-temps. Totalement. Déjà le jour après la victoire face le nul face au Honduras, t'apprends que Keylor Navas va rentrer à Madrid. Donc bon, déjà là, t'as un message fort qui est envoyé à tout le monde, c'est-à-dire que. Et c'est Pemberton qui a joué le match contre le Panama. Exactement. Donc le message est clair, quoi. On va venir les mains dans les poches. Mais alors, on va reconcentrons-nous un peu plus sur le Panama. Et pensons au futur. Le Panama est désormais directement qualifié. C'est officiel pour le mondial. Le Panama va pouvoir préparer son mondial. C'est une première pour ce pays-là. Qu'est-ce qu'on peut attendre du Panama d'ici la Coupe du Monde et qu'est-ce qu'on peut attendre du Panama à la Coupe du Monde? On peut attendre qu'il continue à travailler comme il travaille depuis, tu l'as dit tout à l'heure, c'est le fruit d'un long travail, le fait que Panama soit là aujourd'hui. Alors, il faudra parler de Bolillo Gómez, qui est l'artisan de cette qualification, mais il faut absolument parler de Julio César Deli Valdés, qui a construit ce groupe. Il arrive en 2010. C'est lui qui a posé les bases de ce qu'est le Panama aujourd'hui. Il faut pas lui enlever ça, très clairement. Je rappelle que sous Deli Valdés, le Panama a fait une demi-finale et une finale de Gold Cup, 2011 et 2013, et a souvent été dans les bons coups. C'était Deli Valdés qui était là quand Panama se fait éliminer dans les arrêts de jeu sur la dernière Coupe du Monde. Je rappelle qu'une victoire les qualifiait pas, les plaçait barragistes devant le Mexique pour la Coupe du Monde 2014. Et Panama menait 2-1 avec un but à la 80, je sais plus, 85, 83, 85. Et
Panama a pris 2 buts aux 92 et 94e minutes face aux États-Unis. Et c'est ce qui a qualifié le Mexique. Donc voilà, en 2014, Deli Valdez était à 5 minutes d'envoyer Panama à la Coupe du Monde. Donc on voit qu'il y a un vrai travail qui est mené depuis plusieurs années. Alors tu parlais des anciens, hein, tu parlais de Blas Pérez notamment. Oui, j'ai dit oui, il y a c'est bien Blas Pérez. Hein. Il me semble que je me suis trompé. J'ai dit Brian Pérez. C'est une vieille résurgence de Brian Ruiz qu'on parlait du Costa Rica, mais non, c'est bien Blas Pérez. Ouais, Blas Pérez. Tu parlais de lui. Mais il y a aussi des joueurs qui sont là justement sur cette génération d'avant, des joueurs qui maintenant ont 28-29 ans, qui vont arriver l'année prochaine, tu vois, dans ce qu'on appelle normalement l'âge optimum. Hein. Je pense à des Armando Cooper, à Quintero, des joueurs qu'on a déjà vus, qu'on connaît par cœur quand on suit l'AMNOR, parce qu'on les voit à chaque compète, on les voit en Gold Cup, on les voit dès qu'on voit jouer Panama. Même Gabriel Torres, hein, il a 28 ans l'année prochaine. Enfin voilà, il a 28-29 ans, 28 ans. Il a 28 ans. Il y a aussi Hannibal Godoy qui est devenu un taulier au milieu. Exactement. Et ces joueurs-là sont là depuis plusieurs années. C'est le même groupe invariable qui travaille ensemble avec un projet de jeu qui a été mis en place par Gomez. Gomez, c'est l'homme qui avait envoyé l'Équateur à la Coupe du Monde en 2002. Hein. L'Équateur n'y avait jamais été avant. Voilà. Et donc il y a un groupe qui se connaît parfaitement, qui travaille ensemble depuis presque 7 ans. Parce que bon, forcément, en 7 ans, il y a des joueurs qui arrivent, des joueurs qui partent. Hein. À l'échelle d'une sélection, 7 ans, c'est immense. Mais il y a des joueurs qui sont là depuis cette période-là. Un projet de jeu. Alors, ça veut tout dire et rien dire. C'est ce que j'allais dire. Projet de jeu, ça veut toujours. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais ce que j'allais dire, par contre, c'est que tu nous parles de groupes, de groupes un peu anciens, de groupes qui se connaissent, de solidarité, t'allais parler de projet de jeu, on va dire, à défaut vraiment d'avoir un projet de jeu. En tout cas, ils ont un jeu à peu près cohérent, du fait de bien se connaître. Tout ça me rappelle un peu le Costa Rica. Est-ce qu'on pourrait éventuellement s'attendre à un Costa Rica, un peu en parcours à la Costa Rica 2014? Non, franchement, si on doit dire Costa Rica, j'aurais tendance à dire la chose de mieux qui peut leur arriver, c'est de faire Costa Rica 90. Voilà. Plus que 2014, parce que franchement ils vont découvrir une phase finale de Coupe du Monde, c'est une ambiance particulière. Comment ils vont gérer ces émotions-là, comment ils vont gérer cette pression qui va être là, parce que il va y avoir forcément la peur quand tu vas te prendre en Coupe du Monde. Je sais pas dans quel groupe ils vont tomber forcément, mais imagine qu'ils se tapent un Brésil et qu'ils se tapent qui se tapent Brésil et chapeau 2, il doit y avoir Uruguay. Non, ils peuvent pas. Alors voilà, imagine qu'ils prennent France et Uruguay dans leur groupe. Comment ils vont gérer ça? On les voit souvent, par exemple, on a vu le Honduras à la dernière Coupe du Monde, ils étaient dans le groupe de la France, ils n'ont rien fait, ils se sont fait dessus concrètement. Est-ce que Panama va garder ses belles idées de jeu? Ce que j'appelais projet de jeu, c'est plus philosophie de jeu. Ils ont un style de jeu particulier qui a été mis en place. Est-ce qu'ils vont réussir à le garder dans une phase finale de Coupe du Monde? C'est la bonne question. Après, faut pas les survendre. Il y a peut-être un défaut, le défaut ou plutôt d'arriver en qualité de novice. Et le défaut d'expérience risque d'énormément peser sur cette sélection. Juste rapidement, tu faisais référence au Costa Rica 90. Pour nos auditeurs, je rappelle qu'en 90, première participation du Costa Rica à un mondial en Italie. Donc, les Costa Ricains ont été éliminés en huitième de finale par la Tchécoslovaquie. Pour les plus jeunes d'entre nous, la Tchécoslovaquie était donc un pays unifié de la République. C'est pas si dur que ça. Et d'ailleurs, je me suis permis de faire un petit, récap ou un petit papier justement que vous pourrez retrouver sur le site Lucarne Opposé, justement sur cette fabuleuse histoire de 90. Exactement. On l'a dit, toujours lire et partager le contenu de Lucarne Opposé. Donc le Panama, voilà, on l'a dit, selon vous, on est content de les voir, on leur espère le meilleur, mais ça va quand même d'être compliqué. Comment ils vont gérer? Tu vois, on les a vus à la Copa América Centenario, on attendait beaucoup d'eux parce que on a vu concrètement qu'ils ont trop respecté l'Argentine. Bilan, ils en ont pris 5 et ils ont regardé l'Argentine jouer. Ils se sont un petit peu plus libérés face au Chili. Ça a donné un match spectaculaire. Hein. Je rappelle qu'il y a eu 4-2, si j'ai bonne mémoire, avec un but chilien à la 90e. Donc voilà, tu vois, ça a été un match un peu plus accroché. Vraiment, c'est comment ils vont gérer. C'est la question que tu te poses à chaque fois que tu as un petit nouveau qui arrive, qui débarque. Là, ils sont dans la joie. Maintenant, il va falloir se mettre au travail. Et après, il va falloir arriver là-bas sans trop respecter les adversaires, sans trop se dire « Waouh, c'est grand, quoi ». Donc, comment ils vont gérer ces émotions-là? Comment ils vont gérer cette pression? Après, Hernan Dario Gomez sait gérer ça. Il a conduit la Colombie, il a conduit l'Équateur.
c'est un gars qui sait gérer ces choses-là, qui connaît les phases finales de Coupe du Monde. Ça peut être un atout pour Panama. Après, on va pas les vendre plus qu'il ne faut. S'ils vont en 8e de finale, c'est l'exploit de 2018. Après, moi, si je peux me permettre sur le Panama et sur la Coupe du Monde notamment, tu as tenté un parallèle, Simon, avec le Costa Rica. C'est vrai que les projets de jeu sont totalement différents. C'est ce que demande niveau jeu le Panama. Je pense que contre des très grosses équipes, ça peut exploser en vol. Mais paradoxalement, je pense que pour le Panama, ça serait bien de prendre un groupe un peu de la mort, un peu le groupe du Costa Rica en 2014. Voilà, pour te dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, je suis éliminé, j'ai plus rien à perdre, donc je fais mon jeu, j'envoie du jeu et on voit si ça peut tourner bien pour eux, quoi. Parce que le problème d'un groupe où t'as pas forcément des tauliers, des grosses équipes, il peut avoir cette façon de dire ouais, la Coupe du Monde c'est grand, c'est peut-être trop grand pour nous, et en gros tu fais pas le jeu qu'on t'a vu pratiquer, quoi. Alors que si t'es un gros groupe, quoi qu'il arrive, t'as perdu. Ouais, mais tu vois, regarde à la Copa América Centenario qui peut nous servir de référence. Ils tombent dans un groupe monstrueux où ils ont Argentine et Chili. Ils ont juste les 2 derniers finalistes de la Copa América dans leur groupe. Chili et Bolivie. Face à la Bolivie. Les scores, la Bolivie, ils avaient gagné d'entrée contre la Bolivie 2-1 et s'étaient inclinés donc contre l'Argentine, puis contre le Chili. Voilà, et face à la Bolivie, ils avaient fait le taf. Ils avaient imposé leur jeu. Ils avaient joué. Match. Je les avais découverts à ce moment-là, personnellement. Ouais, ils avaient fait un vrai match à la Panama, j'ai envie de dire, face à la Bolivie. Par contre, voilà, l'Argentine, ils les ont regardés jouer. Tu vois, ils ont fait un peu genre Bordeaux va à Paris chercher les maillots de Neymar, tu vois. Du coup, ils en prennent 5. C'est pareil, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, s'ils prennent un groupe de la mort, imagine qu'ils tombent dans un groupe où ils ont le Brésil. Voilà. Alors, la Copa América Centenario, c'était 2016, on sera en 2018. Est-ce qu'ils auront appris de ces erreurs-là? Ils auront avancé forcément. Voilà, la seule interrogation sur Panama, c'est est-ce qu'ils vont vraiment jouer le jeu qu'ils jouent habituellement dans cette phase finale? S'ils le font, c'est pas pour ça qu'ils se qualifieront, mais au moins, est-ce qu'ils vont en gros mourir avec leurs idées? J'ai envie de penser que Gomez, qui a été l'assistant de Maturana avec la Colombie, donc tu vois, c'est pour ça qu'on parle de philosophie de jeu. Il y a un jeu au sol, il y a un jeu très technique, à la Colombie des années 90, que lui va pas se coucher comme d'autres peuvent le faire, et va leur dire on va mourir avec nos idées, on va montrer ce qu'on sait faire. Ils l'ont fait sur les Gold Cup, ils l'ont fait un peu sur la Copa América. Allez, soyons optimistes. Le Panama, donc la petite bête qui monte et qui ne demande qu'à gagner en expérience et qui va prendre un gros coup d'expérience en participant donc à ce premier mondial de leur histoire en Russie. Et comme vous l'aurez compris, que la rédaction du Carnet Opposé va suivre avec attention, parce qu'on va pas vous mentir, vous l'avez bien vu, vous l'avez vu par vous-même, on a pas mal d'affection même pour cette équipe. Et bien ma foi, je vous propose maintenant de passer au 4e et le barragiste de cette zone CONCACAF. Il s'agit du Honduras. Et si on se rappelle les épisodes précédents, et même du brief et débrief de la Gold Cup, le Honduras ces derniers temps, c'est pas l'équipe la plus sympathique à voir jouer, d'une part, et c'était pas forcément l'équipe qui avait la plus grande dynamique. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas forcément favoris par rapport à tous les résultats qu'il pouvait y avoir selon les victoires et les défaites, les matchs nuls de chacun sur la dernière journée. C'était pas forcément ceux qu'on attendait le plus pour se qualifier. Et ma foi, ils l'ont fait. Et il reste d'ailleurs sur 5 derniers matchs sans défaite dans ce groupe, avec 3 nuls et 2 victoires, dont la dernière contre le Mexique, assez inattendue. Le Honduras, finalement, au rendez-vous, moi j'ai envie de dire c'est une équipe qui a fait le métier, parce que d'ailleurs on parlait un petit peu parfois d'inexpérience pour Panama. Est-ce que pour le coup c'est pas de l'expérience dont a bénéficié le Honduras pour se qualifier? Est-ce qu'ils ont fait le métier, quoi? Est-ce que c'est au métier qu'ils se sont qualifiés, je dirais? Ouais, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup d'expérience. Il y a aussi un sélectionneur que Greg connaît bien, parce qu'on parlait du Costa Rica de 2014. Yes. C'était lui. C'était lui qui dirigeait le Costa Rica en 2014, ce qui montre que ce garçon, Jorge Luis Pinto, est capable des groupes cohérent et capable d'aller chercher des résultats quand il le faut. Il l'a montré. Alors, voilà, tu l'as dit, Simon, c'est pas l'équipe la plus glamour sur le papier. On vient de parler de Panama qui a une vraie philosophie de jeu hyper intéressante à voir. Le Honduras, voilà, il faut oublier, voilà, c'est pas du toqué, c'est voilà, mais ça reste solide, ça reste cohérent.
Ça reste bien emmerdant à jouer quand même par moment. Et dans les moments clés, ça prend les points qu'il faut prendre. Et on se souviendra qu'ils ont été disputés, je sais pas, enfin. La Copa Centro Americana, hein, qui est réservée à ces équipes de la zone. Et Pinto avait travaillé avec un groupe. Alors les autres avaient beaucoup bougé leur groupe. Ils l'ont gagné, chose qui arrive, je vais pas dire rarement à l'échelle du Honduras, mais chose que l'on n'attendait déjà pas à ce moment-là. Et depuis qu'ils ont gagné, ça travaille pas trop mal quand même. Hein. Il y a une, comment dirais-je, une sorte de progression. Mais voilà, c'est pas les plus glamour. Mais attention, je vais pas non plus. Hein, c'est pareil, Honduras normalement, s'ils tombent, ils vont être chapeau 4, j'y pense. Ouais. Les joueurs, les équipes qui vont prendre le Honduras, elles sont pas non plus en très grand danger. Mais bon, attention tout de même parce que Pinto a bien travaillé. Il a fait une équipe cohérente, équilibrée, qui sait prendre des points. Moi, juste, tu as parlé du sélectionneur, effectivement, José Pinto, qui était le sélectionneur donc, du Costa Rica en 2014. C'est vrai que c'est pas glamour du tout, hein, au contraire, même le match contre le Costa Rica, justement, qui donne la victoire, enfin, qui donne le ticket pour le Costa Rica. Pour moi, c'est peut-être, et j'espère que ça va l'être en tout cas, comment dire, un moment qui soude un groupe. On rappelle un peu les faits. À ce moment-là, le Honduras mène 1-0, donc ils sont presque qualifiés, du moins presque sûrs d'être au minimum au barrage avec cette victoire contre le Costa Rica. L'arbitre donne 7 minutes de temps additionnel et ils se font égaliser à la 90e plus 5. Et là, tu vois des images, des scènes, des choses qui te font dire c'est dommage parce qu'il y a un groupe, ils ont défoncé d'ailleurs une guérite de San José au passage, tellement de colère, le sélectionneur est un peu abattu, comme s'il s'était fait éliminer à ce moment-là. Il y a la réaction, ils vont gagner donc le match contre le Mexique, tu l'as dit, alors que le Mexique n'avait pas forcément lâché les armes. Et est-ce que finalement ça peut pas être ce moment-là le moment salvateur qui va souder le groupe et qui va donner peut-être une belle génération pour la Coupe du Monde. Après, il y aura le barrage face à l'Australie, hein, donc ils ne sont pas qualifiés directement. Et on verra si ma théorie se vérifie lors de ce barrage, s'il y a vraiment un groupe qui a été créé à ce moment-là et si José Luis Pinto arrive à sortir le meilleur de ce groupe. Bah, c'est ça, c'est la notion de groupe. Ça va être intéressant le barrage face à l'Australie parce que l'Australie est un petit peu dans le même pas la même problématique, mais pas très loin. C'est-à-dire que dans le jeu, ils sont absolument pas convaincants sur les qualifs, mais par contre, je le disais déjà tout à l'heure, l'Australie, quand ils arrivent dans des moments clés, eh ben, ils les passent. Donc ça va être intéressant. C'est un peu deux équipes qui sont dans cet esprit-là, même si normalement, voilà, l'Australie est censée être un petit peu plus joueuse que le Honduras. Le fait est qu'on se retrouve avec deux équipes qui savent faire le taf quand il faut le faire. Le Honduras, franchement, au début de cette hexagonale, personne ne les attendait véritablement. Le Honduras, on les avait tous vus jouer. Ils ont fait une Gold Cup, voilà. On ne va pas revenir sur leur Gold Cup. Non. Ils ont été catastrophiques. Ils ont un nul et 2 défaites. Enfin, ils ont été catastrophiques. Et voilà. Et en 2017, personne ne les attendait sur la Centro Americana. Tout le monde pensait que ça allait se jouer entre Panama et Costa Rica. C'est le Honduras qui gagne, qui gratte tout le monde, sans être convaincant, une fois de plus, sans être convaincant dans le jeu, mais ça passe. Là, sur les barrages, sur l'hexagonale, au moment où il faut accélérer, ils accélèrent et ils sont là. Donc le barrage va être intéressant face à l'Australie parce qu'on est dans ce type, voilà, d'état d'esprit de. Tu sais, il y a toujours ces équipes là elles sont jamais hyper séduisantes, elles sont jamais forcément, même quand elles sont pas exceptionnelles, elles arrivent toujours à passer. Tu sais pas par quel miracle, mais ça finit toujours par passer. Et ce match, c'est typiquement le Honduras, c'est typiquement le genre d'équipe que quand tu suis pas les autres zones hors de l'Europe et que tu arrives au mondial, tu te dis, tu regardes le mondial d'avant, tu regardes le mondial qui vient et tu te dis, ah bah tiens, il y a encore le Honduras. Oh, putain, mais tu connais un joueur hondurien, toi? Bah non, je sais pas. Ils étaient déjà là en 2010 ou en 2014, puis ils sont en 2018. Bah dis donc, c'est marrant ça, le Honduras. Tiens, c'est où le Honduras d'ailleurs? Voilà. Et c'est le genre d'équipe, voilà, où en effet, tu arrives au mondial et tu te demandes un peu comment. Et c'est un peu pareil pour l'Australie, donc qu'ils vont affronter en barrage, ma foi, puisque l'Australien a un peu plus de joueurs connus, mais c'est le même genre d'équipe où tu te demandes un petit peu comment ils finissent par en arriver là. Et la pression sera sur les Australiens, hein, sur ce barrage. Hein. Bah oui, très clairement, elle est sur les Australiens. Là, elle est sur les Australiens. Et ça, c'est parfait pour le Honduras. Ouais, j'allais demander, du coup, selon vous, toi, tu disais qu'il fallait se méfier, que c'était jouable face à l'Australie. Si l'Australie est quand même au-dessus, selon moi, est-ce que le Honduras a vraiment des chances? Écoute,
Tu verras lors du podcast Asie avec Antoine, le kangourou de l'équipe, mais très honnêtement, lui, sur la campagne de qualification, n'a rien montré, rien. Mais quand je dis rien, c'est vraiment le néant absolu. La double confrontation en aller-retour sur le premier barrage face à la Syrie, c'était catastrophique. C'était d'un niveau CFA, et je suis très insultant envers la CFA en disant ça. C'était vraiment, vraiment, vraiment catastrophique. Est-ce qu'ils ont leur chance? Écoute, l'Australie sait gérer les barrages. Elle a été longtemps habituée à les jouer. Elle a déjà fait quelques jolis coups dans ses barrages. Bonjour Uruguay. Mais voilà. Est-ce que l'Australie va avoir la pression? Le Honduras ne l'a pas, vraiment, pas sur le coup, ils n'ont rien à perdre. Et on parlait du Costa Rica tout à l'heure, qui est une équipe qui sait pas faire le jeu. Le Honduras sait pas vraiment faire le jeu non plus. Mais par contre, il sait exploiter les failles adverses, comme le Costa Rica. Alors, on est un cran en dessous quand même, parce que le Costa Rica, c'est quand même beaucoup. Il y a beaucoup plus de talent individuel et peut-être un peu plus d'intelligence collective. Mais voilà, et je peux te jurer que les carences, notamment défensives, l'Australie n'en manque pas. Donc, il va être intéressant. Est-ce que vous savez où se joue l'aller et le retour? Alors, le Honduras recevra l'Australie le 9 novembre et l'Australie recevra le Honduras le 15 novembre. D'accord, donc tu commences par un match à domicile pour le Honduras. Moi, écoute, je crois vraiment en ma théorie du groupe formé lors du match face au Costa Rica, face un peu à l'injustice face au Costa Rica. Et je pense qu'ils peuvent largement mais ils peuvent le faire en tout cas. On n'est pas loin du 50-50. Je suis pas trop mal si je dis ça. Entre l'Australie et le Honduras? Ouais, je pense, parce que de toute façon, je pense que l'Australie va faire comme elle a fait avec la Syrie, c'est-à-dire chercher un match nul dégueulasse au Honduras, en se disant on va faire tranquille, on va faire le boulot à la maison. Donc concrètement, il ne faut pas s'attendre à de grands matchs, ça c'est certain. Il faut pas. Donc oui, c'est clairement possible. La Syrie est passée à un poteau d'éliminer l'Australie. Donc voilà, je veux pas être méprisant envers la Syrie, mais le Honduras c'est quand même un cran bien au-dessus. Et je pense que ça va surtout jouer si Romel Kyoto et Albert Ellis, eux qui ont pratiquement donné la victoire au Honduras face au Mexique, eux, ils ont comme deux personnalités, soit qui sont vraiment intéressants dans un match, soit qu'on les voit pas pendant 90 minutes, qui ratent tout ce qu'ils font. Donc, je pense que si Kyoto et Ellis sont dans un bon jour face à l'Australie, et c'est des attaquants très explosifs, donc l'Australie peut beaucoup encaisser à cause de ces deux joueurs-là. Est-ce que Simon, juste pour finir sur l'Honduras, tout à l'heure tu as dit l'Honduras c'est un peu une équipe que tu retrouves à la Coupe du Monde et que tu ris un peu, donc tu dis où est-ce que c'est ils sont toujours là, on connaît pas du genre du Honduras. Moi ce que j'ai surtout envie de constater, c'est que par rapport à 2014 et au Honduras de 2014, ce Honduras-là, c'est presque le même au niveau de jeu. C'est pas accompli dans le jeu, c'est pas... Ils savent faire le métier, comme tu dis, Nico, dans les moments dangereux, mais j'ai pas vraiment l'impression que c'est progressé depuis 2014. Écoute, on verra bien. En 2014, sur la phase de Coupe du Monde, ils ont été sur la phase finale, ils ont un petit peu renié les principes de jeu qu'ils avaient qu'ils avaient montré avant, si je me souviens bien, où ils ont juste passé leur temps à jouer les victimes expiatoires, ce qu'ils ont fait à merveille, parce que si j'ai bonne mémoire, ils ont pris quand même assez cher pendant la Coupe du Monde 2014. Karim Benzema s'en rappelle. Ouais, voilà, ils ont pris une aussi face à la Suisse. Ils ont juste un petit peu joué leur coup face à l'Équateur, qui était, tiens, comme par hasard, peut-être l'adversaire dont ils avaient le moins peur. Donc j'espère pour eux, s'ils vont à la Coupe du Monde, parce qu'ils n'y sont pas encore, s'ils y vont, j'espère qu'ils essaieront de faire autre chose que de prendre des photos des adversaires. Ce barrage, en tout cas, va être super intéressant à suivre. Ma foi, justement, donc le Honduras qui, comme vous le dites, est donc barragiste pour ce mondial, a encore un niveau à passer et a encore une grosse équipe à passer, une équipe d'un certain niveau à passer, l'Australie, mais qui a des petits soucis en ce moment et qui a des faillances, des carences qui pourraient profiter au Honduras pour participer à sa 3e Coupe du Monde d'affilée. Messieurs, je vous propose, ma foi, de terminer par le gros échec, et c'est même un échec terrifiant de non-qualification, c'est celui donc des États-Unis, puisque les États-Unis étaient une équipe qui depuis 2002 participe
participé à toutes les Coupes du Monde, parfois même en réalisant des résultats assez probants, comme en 2002 justement, comme en 2010, comme en 2014 où ils sont éliminés par l'Allemagne. C'est qui oui, mais les États-Unis? Aujourd'hui, tu as La plus Belgique, la Belgique. Et c'est donc la Belgique qui élimine les États-Unis après un match assez acadabrantesque et de multiparades de Tim Howard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ces États-Unis ont les moyens en termes d'institutions, ont un championnat qui, malgré ce qu'on dit, on peut être tatasse et dire que parfois ça stagne un peu, mais quand même la MLS est un championnat qui monte. Voilà, si tu regardes the big pictures, comme ils aiment bien dire les Américains, vous avez vu quel bel accent anglophone j'ai. Tu regardes la big picture, eh ben tu te dis quand même que la MLS n'a fait que croître ces dernières années. Et en plus, voilà, il y a le talent. Il y a le talent. Declan Dempsey sur la fin, mais ça reste un très bon joueur. Josie Altidore, Bobby Wood et bien sûr le petit Pulisic là qui faisait un super parcours. Et je ne cite que, mais voilà, il y a du talent, il y a une institution, il y a de l'expérience. Qu'est-ce qui s'est passé du côté des États-Unis? En fait, ce qui s'est passé, juste pour préciser, là, les États-Unis s'étaient qualifiés pour une Coupe du Monde à chaque fois depuis 1990. Donc, ça fait 27 ans qu'ils étaient qualifiés et là, ça va, Oui, j'ai commencé à 2002, finir. mais c'est vrai qu'ils sont là en 98, en 94 chez eux et en 90, t'es sûr? Ouais, ça a commencé à Italie 90. Ok, bon, autant pour moi. Bon, voilà, donc une expérience bien plus grande encore, quoi. Ce qui correspond avec le temps passé sous le maillot des États-Unis de London Donovan, on le rappelle, 27 ans. C'est à peu près. Ils ont perdu London Donovan, ils sont plus qualifiés. Voilà, c'est triste. Ouais. Mais je pense que le problème des États-Unis, c'est pas la qualité de joueurs qu'ils ont. Je pense que c'est surtout la qualité du jeu qu'ils proposent. Bref, c'est pas vraiment les qualités individuelles de chacun. Parce que je pense que si on se fait un match comme face au Trinidad et Tobago, je crois que poste pour poste, les États-Unis sont largement supérieurs à chaque joueur. Donc, si on fait une rétrospective de la dernière année, il y a eu le licenciement de Klinsmann. Donc, ça fait déjà quand même longtemps que les États-Unis sont dans le dur. Après ça, il y a eu le résultat vraiment décevant face au Costa Rica lors de 3 ou 4 matchs. Et ensuite, le pire les derniers temps face au Trinidad et Tobago. Les causes de cela, plusieurs dénoncent, comme Jermaine Jones, la MLS, que les sélectionneurs sélectionnent trop de joueurs de MLS, que les joueurs américains prennent l'option facile d'aller en MLS au lieu d'aller en Europe. Moi, je suis pas de cet avis. Je pense pas que la MLS, c'est un problème pour les États-Unis. En fait, c'en est un, mais un bon. Toutes les autres sélections, c'est des joueurs de MLS qui ont pratiquement éliminé les États-Unis. On pense à Watson, Torres, Kyoto, Ellis. Donc, on peut apercevoir que la MLS, c'est du bon niveau tout de même. Mais je pense que les États-Unis mettent pas assez d'argent, mais je pense qu'ils ont peut-être pas la meilleure politique de formation. Aux États-Unis, comme dans tous les sports américains, c'est vraiment une culture du pay-to-play, c'est-à-dire payer pour pouvoir jouer. Même moi, au Canada, si je voulais jouer dans un club de soccer, ça va dans les 4 chiffres. Je sais pas si c'est comme ça en Europe, là. Pour jouer, moi, c'est-à-dire toi, pouvoir avoir une licence et jouer, participer, au match, être dans un club de foot donc ou soccer en Amérique du Nord, ça va chercher dans les $1000 ou plus de $1000. C'est ça que tu veux dire? oui, c'est Ah non, c'est dispendieux. oui d'accord. Chez nous, le sport, le non. foot, pardon, est un des sports les plus. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un sport très populaire, c'est que la licence est très peu chère. Ça fait partie des licences les moins chères, les licences de sport à l'année les moins chères. Alors en France, en fédération, je l'ai plus en tête. Entre 100 et 200 euros. Voilà, j'allais Et dire 200. 150 euros, moi. Ouais, Et voilà, encore, ça c'est pour les fédérations vraiment FFF club, parce que après tu as aussi même, et ça fait partie de la FFF, les championnats d'équipes corpo d'entreprises. Et là, ça descend même à 70 euros, même moins de 100 euros, tu vois. Fait que je pense que avec un accès moins onéreux pour les meilleures installations sportives au pays, je crois que ça serait vraiment plus favorable. Ça serait à disposition de tout le monde. Même les moins riches pourraient accéder au soccer et je pense que
ça serait la meilleure option parce que admettons au Brésil ou peu importe, c'est pas les plus riches qui sont les meilleurs, c'est eux autres qui étaient dans la rue, qui jouaient sans cesse avec un niveau vraiment technique. Et je pense que ça c'est ce qui manque aux États-Unis. Sinon, je pense que sont arrivés. Ils pensaient que le plus dur, ça allait être le Panama. Ils sont arrivés, ils les ont battus 4-0 avec notamment un but de Pulisic qui les a débloqués. Après ça, ils ont marqué. Et je pense qu'ils sont arrivés avec une certaine arrogance face au Trinidad et Tobago. Oui, on le rappelle que pour eux, le chemin paraissait tout tracé. Les États-Unis affrontaient Trinidad et Tobago pour leur dernier match, c'est-à-dire une équipe qui n'avait jusque-là gagné qu'une seule fois, le bon dernier du championnat. Il y avait plus qu'à, comme on dit, il y avait plus qu'à, et pourtant défaite 2-1. Mais toi, tu parles. Alors, je suis assez d'accord avec toi, et ça se tient énormément ce que tu dis d'un point de vue sociologique. Alors, peut-être qu'il manque de culture football, peut-être qu'il manque d'une base de talent, mais quand même, il y a des bons joueurs, au moins à l'échelle continentale, d'une part, puis la culture football. Elle n'est pas encore là, je suis d'accord, mais comme on l'a dit, cette équipe, ce groupe, cette institution, elle est là depuis les années 90 en Coupe du Monde. Ouais, mais les talents manquent pas. Les talents ne manquent pas aux États-Unis. Anthony l'a dit. Il a utilisé le mot arrogance. Les États-Unis manquent d'un sélectionneur qui a une vision internationale de la chose. C'est-à-dire que quand ils ont dégagé Klinsmann, effectivement, ça marchait plus trop avec Klinsmann. C'était de plus en plus poussif. On sentait qu'il était en fin de cycle. Ça, c'est normal, c'est inhérent au football. Il y a toujours des fins de cycle. Sauf que quand Bruce Arena arrive, la première chose qu'il fait et qu'il n'a cessé de faire au cours des premiers mois de ses trucs, parce qu'il a eu des résultats aussi un petit peu en trompe-l'œil de temps en temps, c'est de fracasser le boulot qui avait été fait par Klinsmann. Klinsmann avait insisté sur le fait qu'il fallait des joueurs qui jouent en Europe. On en revient, tu vois, c'est même problématique qu'au Mexique. Klinsmann avait insisté là-dessus. Je rappelle juste que le meilleur joueur actuellement de la sélection américaine ne joue pas en MLS. C'est juste ça. Ne joue pas en MLS. Ça ne veut pas dire que le niveau de la MLS n'est pas bon, mais ça veut dire que quand tu veux tirer une équipe vers le haut sur la scène internationale, il faut des joueurs de niveau international. Et au jour d'aujourd'hui, j'adore la MLS, j'aime beaucoup. La MLS n'est pas à un niveau international. Il faut pas, ils n'arrivent même pas à exister face à la Liga MX. Donc, tu vois, il y a encore du travail. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas sur la bonne voie, mais ça veut dire qu'il y a encore du boulot. Et quand Bruce Arena arrive, fracasse tout ce qui a été fait par Klinsmann et s'appuie sur des victoires franchement un peu en trompe-l'œil. La Gold Cup, c'est s'ils alignent pas 6 joueurs frais, et encore faut voir les joueurs, Altidore, Bradley et compagnie, pour dès les quarts de finale, je suis pas sûr que les États-Unis vont au bout. Est-ce qu'on pourrait pas dire en fin de compte, du coup, en vous écoutant, que les États-Unis ont péché par orgueil, ont péché par arrogance, et au final ont un petit peu oublié que c'était une équipe, une nation football qui, du point de vue football, est encore en apprentissage. Est-ce qu'ils n'ont pas oublié que pour eux, le chemin de l'accomplissement vers être une vraie nation de football était pas encore accompli, n'était pas encore terminé, et qu'ils avaient encore des choses à apprendre et de la route à faire? Je sais pas ce qu'Anthony en pense, mais ils avaient fait et c'est la force des États-Unis. C'est pour ça que je suis pas franchement inquiet pour eux pour l'avenir, parce que il faut leur laisser une chose, c'est qu'ils savent très très bien analyser ce qui va pas. Ils savent très très bien analyser leurs échecs. Et Anthony l'a dit en tout début de podcast, aux États-Unis, on regarde pas le fait que Costa Rica et Mexique aient perdu. On se demande même pas s'ils ont été bons ou pas. On regarde juste qu'on a perdu. C'est une sacrée leçon de sport, ça d'ailleurs. Exactement, mais c'est aussi ce qui fait que c'est un pays, un football qui ne cesse d'avancer. Et c'est pour ça qu'ils vont continuer à avancer. Je pense qu'ils ont payé, enfin ça c'est mon avis, j'attends de voir ce qu'Anthony en pense. Il y a eu un travail qui a été mené, et pas mal à base d'européanisation, parce qu'il y a eu Carlos Queiroz qui avait pas mal bossé pour réinventer le système de la formation aux États-Unis. Et Anthony l'a souligné, c'est un problème. La formation des jeunes joueurs. Effectivement, c'est un peu comme les centres de formation en Chine, c'est-à-dire que si tu as du fric, tu rentres dans le centre de formation. Ça va à l'encontre ça va à l'encontre de ce qu'il faut faire. Klinsmann a participé à un deuxième audit quand il était ça devait être aux alentours de 2012, pour continuer à faire travailler les jeunes.
J'ai oublié le nom de cet audit-là, mais je sais que de suite derrière, ils ont signé des partenariats de formation des coachs de jeunes avec la Fédération française de foot, etc. Il y a eu tout un travail sur la base qui a été fait. Il y a un travail de 20 ans pratiquement qui est fait. Et quand Bruce Arena est arrivé, il a fait un peu genre, c'est bon, vous avez vu, votre travail, il sert à rien. Moi, je vais vous montrer comment on fait. Ouais. Et surtout, Nico, sur la formation, et après, je pense qu'il faudra laisser Anthony me donner son avis, mais sur la formation, Klinsmann, il avait aussi apporté le fait de, voilà, il avait tiré un constat. Aujourd'hui, il n'y a pas de matière première pour faire une équipe, et du coup, il a nationalisé, ça se dit? Ouais. Naturalisé, pardon. Merci, je viens de trouver le mot. Naturalisé beaucoup de jeunes Allemands. Notamment Pulisic, qui est formé au BVB, me semble-t-il, à Dortmund, et qui est choisi de jouer pour les États-Unis. Il y avait également Julian Green, qui est formé au Bayern, si je dis pas de bêtises, ou à Hambourg, je sais plus, et qui joue pour les États-Unis. C'est aussi vers ça qu'avait le travail de Klinsmann, quoi. C'est qu'il avait fait le constat que la formation aux États-Unis marchait pas, donc il allait essayer de naturaliser le plus de jeunes étrangers possible, quoi. Oui, et je pense que, comme a dit Nico un petit peu plus tôt, je pense que l'arrogance et l'orgueil a péché pour les États-Unis. Comme face au Costa Rica, je pense que pratiquement tous les Américains étaient sûrs de l'emporter. Il y a eu une cuisante défaite, 2-0, je crois. Ensuite, face au Trinidad et Tobago, ils pensaient que tout était joué. Selon les statistiques, il y avait 8% de chances de ne pas se qualifier. Et finalement, ça fait que même, je pense que ça va mieux, la formation et tout. Mais comme le joueur de New York City FC disait, Thomas McNamara, dans les années 90, si un jeune voulait jouer au soccer, il y avait pratiquement aucune disposition. Il y avait peut-être il y avait seulement les clubs de MLS qui formaient. Et dans le temps, il y en avait seulement une dizaine. Donc, une dizaine sur un aussi gros territoire, ça fait que pratiquement personne peut jouer, là, donc au haut niveau. Mais là, je crois qu'avec les clubs de USL, NASL, s'ils commencent à former des jeunes, je crois que le territoire va être beaucoup mieux, comment je pourrais dire ça, il serait beaucoup mieux géré niveau formation. Exploité, en plein ça, merci. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important, la formation. Là, on peut le voir, ça va mieux avec des jeunes joueurs comme Tyler Adams, Matt Miagza qui appartient à Chelsea maintenant, et aussi se pencher vers des binationaux. Cameron Carter-Vickers en Angleterre qui est pour Tottenham, Pulisic comme vous avez dit plus tôt. Donc, je crois que c'est un bon mélange des deux. Je pense que le meilleur pour la sélection serait de se pencher pour l'instant sur des joueurs européens, puisque la MLS, c'est peut-être pas au niveau des ligues européennes pour l'instant. Et se pencher sur des joueurs d'Europe, mais peut-être que le quart de l'effectif, il y allait avec des joueurs MLS. Parce que je crois qu'il y a vraiment eu un réel fossé entre les joueurs MLS. Admettons qu'on voit Bradley, que son niveau a peut-être régressé, et Pulisic, qu'il est arrivé à 19 ans et il casse tout avec la sélection. Et surtout, vu que là, il n'y a pratiquement plus rien à jouer, rajeunir l'effectif, faire confiance, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, à des joueurs comme Carter Vickers ou Miagza. Parce que là, on rentre dans un cycle qui est de 4 ans, donc il ne faut pas penser que ces joueurs ont seulement 19 ans, mais il faut penser que ces joueurs-là, dans 4 ans, vont avoir 23 ans et qu'ils pourront être vraiment performants. Donc, je crois que des joueurs comme Tim Howard, Michael Bradley devraient ne plus être sélectionnés et faire confiance aux jeunes pour l'avenir. Moi, je voulais te poser une dernière question donc sur les États-Unis, Anthony. C'est puis les gars, est-ce que voilà, Nicolas, tu disais que tu te faisais pas de soucis sur l'avenir des États-Unis parce que ils ont une grosse capacité à regarder d'où vient le problème et à le réparer, à travailler là-dessus. Mais jusqu'ici, les États-Unis profitaient tous les 4 ans d'une Coupe du Monde pour mettre en lumière sa sélection nationale et éventuellement brancher les jeunes gens à s'inscrire dans les clubs de football, au moins aller vers ce sport-là. Cet échec-là, est-ce que ça va pas mettre à mal un petit peu cette progression de la MLS et du soccer aux États-Unis généralement? C'est sûr qu'elle va pas autant progresser que si les États-Unis auraient été à la Coupe du Monde, mais je crois qu'avec des équipes comme le Mexique, le Panama, avec des joueurs de MLS comme Carlos Vela bientôt, Hannibal Godoy, Roman Torres et tout, je crois que la MLS va quand même avoir ses projecteurs à lui.
et à elle plutôt. Mais je pense que c'est surtout que avec l'orgueil américain, j'ai pas peur pour la sélection. Je crois qu'aux prochaines phases de qualification, ils vont arriver gonflés à bloc et je crois que je serais vraiment surpris qu'ils terminent pas top 2. Avec l'orgueil américain que je connais très bien, là, ils vont tout faire pour même peut-être terminer premier, même si ça risque d'être assez difficile. Ouais, il y a tout ça. C'est le foot, c'est un peu le fameux sport où les Américains ne sont pas dans les tops mondiaux et ça les titille, ils aiment pas. Ouais. Non, mais ils sont intelligents. Anthony l'a dit, il a pointé les problèmes. Tu vois, les problèmes qu'il a pointés, c'est ce que disait Klinsmann. Ils ont oublié ce qu'a dit Klinsmann. Ils sont partis avec Bruce Arena pour faire différemment. Je suis persuadé que ce que vient de décrire Anthony, savoir s'appuyer sur des jeunes qui ont été formés en Europe, etc., ils vont le faire. Et c'est pour ça. Ce pays est extrêmement intelligent dans sa capacité d'analyse de ses échecs. C'est sa plus grande force. Donc moi non plus, je suis pas inquiet. Et justement, ils vont partir sur un cycle de construction de 4 ans, savoir reconstruire, rebâtir pièce par pièce. On va voir qui ils vont nommer comme sélectionneur, mais voilà, il n'y a aucune grande inquiétude à avoir sur ce pays-là. Ouais, c'était ma dernière question. Est-ce que Anthony, t'as des noms de futurs sélectionneurs probables? Pour l'instant, par intérim, ça va être Tab Ramos, mais pour le futur sélectionneur, il y a des noms de Caleb Porter, l'actuel entraîneur de Portland, même Patrick Vieira, l'entraîneur du NYCFC, parce que plusieurs disent qu'il est très bon avec les jeunes. Le NYCFC a quand même une équipe jeune. Il a entraîné les U21 à Manchester City, donc c'est très bien fait avec les jeunes. Et sinon, un nom comme Laurent Blanc aussi sorti, ça je suis peut-être un petit peu moins favorable. Mais c'est les 3 noms que j'ai entendus pour l'instant. Même, il y en a qui parlent de Ancelotti, mais je crois pas que ça va se faire. Vieira, je trouve que ce serait plutôt une bonne idée pour la formation, pour s'appuyer sur des jeunes Européens. Moi, je trouve ça une bonne idée, je trouve. Ancelotti, même si ça paraît un petit peu grand, faudrait pas cracher dessus quand même. Ce serait quand même très Non. Ancelotti, je serais très favorable. Ouais, pareil. C'est juste ça me paraît tellement improbable que. Après sur les profils, franchement, Caleb Porter, il me semble qu'il a entraîné au niveau universitaire il y a quelques années avant d'être à Portland. Ouais. Il est passé du niveau, universitaire. Après ça, il a rejoint Portland quand il n'était pas encore en MLS et là, il est rendu en MLS. Donc tu vois, quand on est dans un processus, on n'arrête pas de parler du processus de reconstruction, d'appuyer sur les jeunes machins, sur les noms qui sont cités, clairement, Porter et Vieira, c'est vraiment dans ce qu'il faudrait. Plus, on est d'accord, on crache jamais sur un Ancelotti. Mais quand tu es dans un processus de reconstruction sur un cycle de plusieurs années, je sais pas, je suis plus, tu vois, pour le coup, pour moi Ancelotti c'est vraiment un mec de club. Voilà, mais ça paraît très réfléchi, je suis d'accord, d'autant plus qu'ils connaissent ils savent de quoi ils parlent, Vieira et bien sûr Porter encore plus, mais voilà, ils connaissent le climat américain. Donc en effet, ça peut être des choix très intéressants. Et bien messieurs, on va terminer là-dessus ce 3e volet de notre podcast numéro 13 spécial Coupe du Monde, mais alors en plusieurs morceaux. C'est un podcast fragmenté, on va dire. Et on va terminer donc sur les États-Unis. Donc je rappelle cette zone CONCACAF, nos qualifiés qui sont donc le Mexique, le Costa Rica et le Panama directement, en attendant éventuellement le Honduras et un triomphe face à l'Australie. En attendant, on attendra les États-Unis pour la prochaine Coupe du Monde, peut-être, comme on l'a dit, encore plus fort après avoir vu et revu ses défauts et les avoir améliorés. Messieurs, merci à tous, merci Anthony. Merci. Et je voulais dire un dernier mot. Bravo au Trinidad et Tobago de l'avoir remporté. C'est quand même un beau succès, là. Merci Nicolas. Merci Simon. Merci à tous. Et merci à toi Grégory. Merci à tous et merci à toi Simon. Encore un très bon animateur ce petit Simon. Là. À suivre. Merci Greg. Merci. Un jeune à suivre. Un jeune à suivre. Eh bien écoutez, chères auditrices et chers auditeurs, merci à vous tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Je vous invite encore une fois à partager ce podcast. S'il vous a plu, c'était encore une fois, écoute, voilà Grégory, tu vois, même pour moi, tu vois, c'est un plaisir en tout cas d'avoir animé ce nouvel volet, ce nouveau podcast, et de vous dire bonne journée, bonne soirée, et à la prochaine fois. Merci à tous.